Bon ben bonjour à tous. Donc le silence a été très impressionnant là tout à coup dès que on a libéré c'est très bien. Donc c'est une première pour nous à la faculté des sciences de la vie. Donc comme je vous l'ai dit hier, d'inaugurer votre année universitaire par une conférence. Donc une conférence, vous allez voir, qui va être passionnante sur la génétique. Ce sera donc une introduction à la génétique humaine et une introduction sur quels sont les nouveaux développements de la génétique. Et à ce titre, on a le très grand plaisir, vous avez l'honneur d'accueillir monsieur le professeur Jean-Louis Mandel, qui est donc professeur au Collège de France et qui va, pendant 1 heure, nous faire voyager donc, dans les nouveaux territoires inconnus, peut-être encore un peu, de la génétique. Donc là aussi, après, c'est un cours, c'est aussi une conférence, vous êtes relativement nombreux, mais ce qui va aussi être intéressant et important à la fin, c'est de ménager un petit temps d'échange avec M. Mandel. Et donc, on vous invite, tous et toutes, surtout ne pas être timide et à poser les questions, toutes les questions qui peuvent vous venir lors de cette conférence. Donc n'hésitez pas. Donc il y aura à peu près 1 heure de conférence et puis une vingtaine de minutes ou plus, peut-être, s'il le faut, de réponses à questions. Donc je vous souhaite donc, à cet amphi ainsi qu'à l'amphi 6, donc, qui y aura la retransmission via la vidéo, en espérant que ça passe bien. Donc je vous souhaite une très bonne conférence. Voilà, merci. Donc un grand merci à vous d'être venus cet après-midi pour nous présenter cette conférence. Voilà, merci. Donc voilà, pour moi c'est aussi une première, donc je suis impressionné. Et puis on va voir qu'est-ce que j'arriverai à faire passer, parce que j'ai l'habitude de dire quelquefois que je suis atteint de troubles obsessifs compulsifs. C'est les gens qui se lavent tout le temps les mains, ils savent qu'elles sont propres, mais ils sont forcés. Moi, mon trouble, c'est de rajouter toujours des diapositives, parce que je me dis, tiens, ça serait intéressant de parler de ceci, et ça serait intéressant de parler de cela. Et puis finalement, il peut arriver que j'arrive pas au bout de mes diapositives, parce que à un moment, le temps est passé. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Il y en a peut-être qui seront un peu compliqués, c'est plus pour vous donner un peu l'impression de, voilà, qu'est-ce que c'est le type de données qui permettent euh, de déduire des choses tout à fait passionnantes. Et donc l'idée aussi, je dirais, de faire cette conférence, c'est de vous montrer que la génétique, et particulièrement la génétique humaine, puisque c'est celle qui maintenant me passionne depuis plus de 30 ans, c'est effectivement quelque chose de tout à fait enthousiasmant. Et de tout à fait enthousiasmant parce qu'on continue chaque année à découvrir de nouvelles choses, à avoir des nouveaux outils qui permettent de faire des choses qu'on n'aurait pas rêvé de pouvoir faire il y a 5 ans. Et puis, je pense, des choses qui nous concernent tous, puisque la génétique humaine, c'est la génétique qui nous concerne le plus directement. Et donc, je m'étais dit que peut-être de vous faire connaître, apprécier ce champ disciplinaire qui est à la fois passionnant pour ceux qui peut-être un jour s'intéresseront à la recherche, mais pour ceux qui seront enseignants même dans le secondaire, finalement c'est des choses qui peuvent être au programme et qui de toute façon concernent soit effectivement l'enseignement, soit simplement sa vie en tant qu'individu, parce que on va être malheureusement aussi connaître des gens qui ont un enfant atteint d'une maladie génétique, et puis vous verrez, je vous parlerai aussi du fait que ce qu'on appelle les maladies communes, y compris même les maladies infectieuses, eh bien il y a souvent un terrain génétique qui fait que quand il y a eu les épidémies de peste au Moyen-Âge, eh bien, même les gens qui étaient dans la même maison ou dans la même ville ne mouraient pas tous, heureusement,
parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient génétiquement plus à même de lutter, d'avoir un système immunitaire, par exemple, qui lutte contre les mécanismes pathologiques de la peste, mais peut-être que ces gens-là étaient plus sensibles au choléra, par exemple. Donc, d'abord la génétique. Alors, pendant très longtemps, la génétique ne se comprenait que comme l'étude des variations des gènes, et variations qui se traduisent par un effet sur le phénotype des organismes. Alors le phénotype, il peut être un phénotype, ce que vous pouvez voir, hein, comme les petits poiridés ou lisses de Gregor Mendel. Ça peut être des variations physiologiques, ça peut être des variations biochimiques, mais des variations observables. Et ce n'est que depuis relativement récemment que grâce aux techniques d'abord du génie génétique et maintenant de l'étude des génomes, de ce qu'on appelle la génomique, on est capable d'étudier les gènes directement sans avoir besoin, pour deviner que les gènes existent, d'avoir des variations. Et donc ça, c'est l'étude des génomes, de leur organisation, de leur fonctionnement et de leur évolution. Parce qu'effectivement, l'évolution des espèces, elle a sa base dans l'évolution des génomes. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle maintenant une nouvelle science, qu'on appelle Evo-Devo, c'est comprendre comment il y a eu le développement d'organismes très divers à travers l'évolution et en regardant ceci au niveau des gènes. Alors, la génétique humaine, ce que j'ai essayé de vous parler, d'abord, qu'est-ce que c'est le génome humain ? Quelle est sa variabilité ? Et puis, on touchera très rapidement le fait qu'on peut maintenant étudier l'évolution de ce génome depuis les primates, mais aussi les hominidés. Récemment, les techniques de séquençage du génome ont permis de séquencer le génome d'espèces d'hominidés qui sont éteintes depuis des dizaines de milliers d'années, comme Néandertal, et même de découvrir qu'il y avait un autre type d'hominidés que personne n'avait suspecté, qu'on appelle les Denisova. Et puis, parler peut-être aussi, j'essaierai, de comment on peut voir au niveau du génome l'effet de la sélection darwinienne. Donc, je vous donnerai des exemples qui vous montreront que ce n'est pas de la théorie, mais c'est de la pratique sur des choses qui sont aisément compréhensibles. Et puis, surtout, la génétique humaine, un des grands pans, c'est l'étude des maladies. Et l'étude des maladies à causalité génétique, c'est-à-dire celle où vraiment c'est une erreur dans le génome, une mutation qui fait qu'il y a un gène ou un segment de chromosome qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas au bon dosage, et ça suffit à entraîner une maladie. Donc, des maladies telles que la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne, la maladie de Huntington, sont dues à une mutation au niveau de gènes précis, et la mutation suffit à entraîner la maladie. Donc, il y a une relation de causalité. Mais les maladies génétiques sont individuellement rares. Il y en a beaucoup, mais individuellement, elles sont rares. Mais il y a toutes les maladies communes, et un grand pan à l'heure actuelle des études en génétique humaine, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'est le terrain génétique qui fait que chacun d'entre nous va être plutôt prédisposé à telle ou telle maladie, mais peut-être protégé, partiellement au moins, contre telle autre maladie. Quelles sont les variations génétiques, quels sont les gènes impliqués dans la prédisposition aux maladies communes? Les cancers sont des maladies génétiques de la cellule. Vous avez des mutations dans une cellule qui vont s'accumuler et qui vont donner des propriétés tumorales d'invasion, de multiplication cellulaire
à cette cellule. Donc, les cancers sont aussi des maladies génétiques, mais des maladies génétiques, en général, des cellules somatiques, c'est-à-dire pas de l'ensemble de vos cellules, mais simplement dans certaines cellules, et qui vont leur donner effectivement des propriétés particulières. Et puis, il y a aussi d'autres choses, telles que la pharmacogénétique. La pharmacogénétique, c'est le fait que nous ne sommes pas tous sensibles de la même manière aux médicaments. Alors, pour le moment, c'est encore largement théorique, c'est-à-dire c'est encore peu utilisé dans la pratique médicale, sauf par exemple, il y a un médicament anti-HIV où on sait que certaines personnes qui ont, au niveau de ce qu'on appelle les gènes HLA, un allèle particulier, une forme particulière, si on leur donne ce médicament, peuvent avoir des réactions d'hypersensibilité à ce médicament qui peuvent mettre en danger leur vie. Donc on ne va donner ce médicament qu'après avoir testé si la personne est ou non porteuse de ce variant. Si elle est porteuse, on va lui donner un autre médicament. Mais ça, on peut se dire que probablement dans 5, 10 ans, 15 ans, il y aura beaucoup plus d'applications médicales à ce fait que nous sommes différents dans notre sensibilité aux médicaments, à la fois sensibilité à l'effet bénéfique des médicaments, mais peut-être même plus important, sensibilité à des phénomènes adverses, c'est-à-dire des phénomènes indésirables qui peuvent affecter la santé. Alors, juste pour me présenter, moi je fais donc de la génétique humaine depuis 30 ans. Au départ, je faisais de la biologie moléculaire et travaillais notamment sur des gènes de poulet, mais à partir de 82, j'ai commencé à travailler en génétique humaine, et à l'heure actuelle, je travaille donc dans ce très bel institut qui est à Hirsch, qui s'appelle l'IGBMC, qui est un endroit où il se passe beaucoup de choses. Alors, d'abord, le génome humain, c'est quoi ? Eh bien, vous savez que l'ADN, c'est les bases des nucléotides, AGCT. C'est ça qui est l'information, leur succession qui est l'information dans l'ADN. Eh bien, une copie du génome, c'est 3 milliards de lettres. Ça veut dire 500 000. Mais on a 2 copies du génome, puisqu'on en a une qui vient du père et une qui vient de la mère. Donc, ça remarche. En tout, nous avons 6 milliards de lettres dans notre génome. 6 milliards de lettres. Alors, attendez, c'est ça que j'avais ? Oui, bon. Dans ces lettres, il y en a qui sont à des positions clés parce qu'elles sont dans des gènes qui codent pour des protéines et pour des régions importantes d'une protéine. Et une seule lettre qui n'est pas la bonne, à certains endroits, peut entraîner une maladie génétique dramatique. Par contre, il y a aussi des tas de lettres entre les gènes, dans ce qu'on appelle les introns, etc., qui ont beaucoup moins d'importance et qui peuvent varier, qui varient dans la population, ou quand on donne son génome à la génération suivante, en général, il y a environ 60 mutations qui se passent tout au long du génome. Et heureusement, la plupart du temps, c'est dans des endroits qui ne sont pas trop importants. Alors, ce que je voulais dire, c'est ce qui est absolument extraordinaire, moi qui ai vécu donc ces 30 ans, c'est toutes ces révolutions technologiques qui se sont succédées, et je dirais qui s'accélèrent. Et ces révolutions technologiques, elles ont 2 origines, et je crois que ça c'est vraiment important à comprendre. D'une part, c'est l'exploitation de ce que j'appelle la boîte à outils des organismes vivants très divers. Il y a une diversité des virus, des bactéries, des algues,
des plantes, etc., extraordinaire. Et chaque organisme vivant a évolué des stratégies pour lui permettre de mieux survivre dans son environnement. Et quelquefois, c'est en utilisant ces stratégies et en les détournant pour pouvoir étudier les gènes et la génétique qu'on est arrivé, c'est l'ensemble des biologistes, à créer des nouvelles technologies qui font que ce qui était impossible devient possible. Mais ceci est aussi aidé par l'évolution de la physique, par exemple le laser, tout ce qui est l'imagerie cellulaire se base beaucoup sur l'utilisation de lasers. L'informatique aussi. On ne pourrait pas étudier les génomes s'il n'y avait pas eu l'évolution de l'informatique, parce qu'il y a tellement de données que sans informatique, on ne peut rien faire. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, il y a une coévolution de l'informatique et de la biologie. Et à l'heure actuelle, on dit que les plus gros consommateurs en puissance informatique, c'est les biologistes avec toute la génomique. Alors, pour vous donner donc quelques exemples, c'était, moi, quand j'ai commencé à travailler, on ne savait pas isoler un gène, on ne savait pas isoler un fragment de gène. Ça, c'est ce qu'on appelle le clonage dans la bactérie E. coli ou dans la levure. Ensuite, pour pouvoir mieux étudier un fragment de gène, il y a eu cette technique qui est comme l'œuf de Colomb, qui s'appelle la Polymerase Chain Reaction, la PCR, qui a permis de multiplier à partir d'un fragment d'ADN, d'en faire des millions de copies et de pouvoir l'étudier dans les moindres détails. Et ça a permis le séquençage des gènes d'abord, puis des génomes de plus en plus complexes, et même maintenant de populations. Populations qui peuvent être des populations humaines, ou les populations de bactéries qui sont dans nos intestins, ce qu'on appelle les métagénomes, par exemple intestinaux. Faire la séquence, c'est effectivement avoir la succession des lettres qui donnent l'information. Mais ça ne permet pas de comprendre cette information. Pour la comprendre, il faut pouvoir manipuler les gènes, manipuler les génomes, parce que comme ça permet de dire, tiens, ce gène-là, si on l'inactive, qu'est-ce que ça donne? Si au contraire on le suractive, qu'est-ce que ça donne? Donc les manipulations génétiques, alors ces manipulations génétiques, on les fait soit sur des cellules, soit sur des organismes modèles, parce qu'effectivement on ne fait pas, pour des raisons que vous comprendrez, de manipulation génétique directement sur l'homme. Et c'est là que les modèles, les organismes modèles où on peut faire ces manipulations sont très importants, que ce soit la levure, que ce soit les plantes, un petit ver qui s'appelle le nématode C. elegans, qui est devenu très important. Il y a eu beaucoup de prix Nobel pour des gens qui travaillaient sur le nématode. La mouche drosophile, ça, vous en avez entendu parler. Plus récemment a été introduit un poisson transparent qui s'appelle le poisson zèbre, le zebrafish, c'est un poisson d'aquarium. Pourquoi est-ce qu'il a été introduit? C'est justement parce qu'il est transparent. Pour étudier le développement, eh bien, on peut voir qu'il y a tel ou tel gène est responsable d'anomalies du développement cardiaque ou du développement rénal, parce que comme il est transparent, on va voir ces anomalies de manière très, très simple. La souris, parce que la souris est un mammifère, et c'est ce qui est le plus proche de nous, dans les organismes modèles, mais très récemment, et je vous en parlerai, il y a une technique qui vient de commencer à être utilisée en 2013. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant et qu'on peut faire maintenant, qui font qu'on peut faire des manipulations génétiques sur des organismes où on ne pensait pas pouvoir les faire, par exemple des singes. Et puis, il y a tous ces outils de la biologie cellulaire, tels que la green fluorescent protein, ou ce qu'on appelle l'optogénétique, qui permet maintenant, grâce à des rayons laser et à des neurones génétiquement modifiés, de pouvoir exciter telle ou telle population neuronale, tel ou tel neurone, dans une souris vivante. Alors, je donnerai juste un exemple
pour montrer, parce que je crois que c'est très important, et nos politiques, je parle des ministres de la Recherche, etc., pensent toujours qu'il faut que la recherche, ça serve à quelque chose, et ça sert à quelque chose si on travaille directement sur un problème où on peut dire, voilà, ça va servir à. Et là, je vais vous donner des exemples, enfin cet exemple-là, où vraiment vous avez quelqu'un qui a travaillé sur quelque chose dont on peut se dire que, a priori, ça ne pouvait pas servir, ni à la recherche sur le cancer, ni à la recherche sur les maladies génétiques. Et pourtant, c'est maintenant, il n'y a pas un seul laboratoire de biologie dans le monde qui n'utilise pas cet outil dérivé. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les protéines fluorescentes, notamment la green fluorescent protein et ses dérivés. Et ça, c'est parti d'un chercheur japonais, Osamu Shimomura, qui s'est intéressé aux méduses luminescentes. Pourquoi il y a des méduses qui produisent des éclairs de lumière dans certaines conditions, etc. Et il raconte il a eu le prix Nobel, donc il raconte dans sa Nobel Lecture que pendant des années et des années, lui, il prenait sa famille, sa femme et ses gosses pour aider, récoltait des méduses pour pouvoir isoler la protéine fluorescente de ces méduses. Il dit 3000 par jour. Et il a fini par effectivement identifier d'ailleurs une protéine luminescente dépendant du calcium, qui est maintenant un senseur du calcium, la coéurine, et puis cette fameuse green fluorescent protein. Donc, il avait compris pourquoi les méduses émettaient cette lumière verte. Ça ne sert pas à grand-chose, ça, on pourrait se dire. Et puis, il y a un autre type qui s'appelle Martin Chalfie, qui, lui, travaillait sur ce modèle de nématode. Et dans le nématode, on peut... c'est un tout petit organisme qu'on peut regarder au microscope, qui est transparent. Et un des problèmes qui se posait, c'est le trafic des protéines. Où est-ce qu'elles sont produites ? Où est-ce qu'elles vont ? Elles vont à la membrane, elles restent dans le noyau, en fonction de quelle stimulation, etc. Et il a eu l'idée, comme le gène de la green fluorescent protein n'était pas grand, de rajouter ce bout de gène codant pour la green fluorescent protein à une protéine du nématode, enfin en faisant du bricolage génétique. Et ce que ça a permis de faire, c'est cette protéine du nématode modifiée est devenue fluorescente, donc on peut suivre son trajet dans la cellule, où est-ce qu'elle va, à quel moment elle est synthétisée, etc., cellule par cellule. Mais il n'y avait qu'une green fluorescent protein. Donc ça permettait d'étudier une protéine à la fois. Et puis il y a un autre type qui s'appelle Roger de Sienne, qui lui a dit, en comprenant les mécanismes de l'émission de fluorescence, peut-être que si on change tel acide aminé ici ou là en bricolant le gène, on arrivera à changer la longueur d'onde d'émission de la lumière ou de sensibilité à telle ou telle longueur d'onde. Et comme ça, il a créé tout un arc-en-ciel de protéines. On a des protéines rouges, on a des protéines bleues, on a des protéines jaunes. Ça veut dire qu'on peut analyser 3 ou 4 protéines en même temps dans l'organisme. Est-ce qu'elles se rencontrent ? Est-ce que quand il y en a une qui s'arrête d'être synthétisée, l'autre prend le relais, etc. Et les 3 ont eu le prix Nobel. Ah, excusez-moi, il faut que j'éteigne. J'avais oublié. Voilà. Et donc, vous voyez, à partir de quelque chose qui était une simple curiosité scientifique, pourquoi est-ce qu'il y a des méduses qui émettent de la lumière ? Il y a maintenant des outils qui sont dans tous les laboratoires. Alors, l'explosion du séquençage des génomes, parce que si maintenant on peut analyser les milliers de maladies génétiques et on peut analyser l'évolution des génomes, c'est parce qu'il y a eu des progrès absolument étonnants dans la capacité de séquencer des génomes. Moi, mon premier meeting où je suis allé scientifique, il y avait un type de Harvard qui s'appelait Wally Gilbert, qui a expliqué pendant une demi-heure
comment il est arrivé à séquencer 27 lettres de ce qu'on appelle l'opérateur lactose dans la bactérie Escherichia coli. Ça faisait une demi-heure de conférence pour 27 lettres. Ça, c'était donc en 78-79. Wally Gilbert, mais surtout un type qui s'appelle Fred Singer, qui vient de mourir il y a quelques mois, ont créé une technologie permettant de séquencer l'ADN. Et donc, de ces 27 paires de bases en 1973, on est passé à 16 000, c'était un virus en 1981, à 12 millions en 1996 pour la levure de bière, projet collaboratif européen où les équipes strasbourgeoises et Serge Potier y a participé, sur ce séquençage d'un premier génome eucaryote. 96. Et puis les gens ont commencé à rêver, mais peut-être qu'on pourrait séquencer le génome humain. Eh bien, ça a été fait, un génome humain, au prix, donc 3 milliards de lettres, pour à peu près 3 milliards de dollars. OK ? Et ça, c'était un accomplissement extraordinaire. Mais depuis, les technologies se sont affinées, et puis il y a eu des technologies révolutionnaires. Pendant 30 ans, on a utilisé la méthode de Singer, hein, c'est ça à peu près. Et Singer se demandait d'ailleurs à un moment, il était à la retraite, mais vous n'avez pas encore trouvé quelque chose de mieux ? Et puis, dans les 5 ou 6 dernières années, il y a eu des nouvelles technologies qui permettent de multiplier par 100 l'efficacité du séquençage, ou 1000. Et donc maintenant, on a les séquences de centaines d'espèces animales, de plantes, les métagénomes, l'ensemble des bactéries dans vos intestins ou dans des usines de traitement d'eau. Et puis, il ne suffit pas d'avoir le génome humain. Ce qui est intéressant, c'est la variabilité du génome, parce que c'est ça qui sous-tend la variabilité de fonctionnement, de sensibilité aux maladies, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est non pas de séquencer un génome humain, c'est de séquencer beaucoup de génomes humains et de regarder par rapport aux aspects de maladies, par rapport à différentes choses, qu'est-ce qui, dans le génome, peut permettre d'expliquer. Et donc, je voudrais juste, donc c'est illustré là, je voudrais juste faire un petit peu de cocorico. Vous connaissez tous, début décembre, le Téléthon. Et vous savez que c'est cette quête de financement pour l'Association française contre les myopathies pour essayer de trouver des solutions pour des maladies génétiques, notamment musculaires, mais pas seulement. Et à un moment, la grande idée qu'a eue l'Association française contre les myopathies, et notamment avec un type exceptionnel qui était un électricien, Bernard Barateau, qui s'est trouvé là-dedans parce qu'il avait un fils myopathe, et qui s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire, c'est de créer un laboratoire de type industriel pour analyser, au début c'était la carte du génome, pour analyser ces cartes du génome pour permettre de trouver plus facilement les gènes de maladie. Ça a été un succès extraordinaire, au titre qu'une des revues les plus prestigieuses pour les publications scientifiques avait consacré un numéro entier, The Genetonc Human Genetic Linkage Map, parce que c'était un outil, là aussi, qui était utilisé par l'ensemble des généticiens qui s'intéressaient aux maladies génétiques. Et il y a eu, parmi ceux qui ont travaillé au Généton, je dirais 2 éléments moteurs de scientifiques, un, Daniel Cohen, un médecin, et puis Jean Weissenbach, qui a fait ses études de pharmacie, qui est un Alsacien, qui parle alsacien d'ailleurs, et qui a fait ses études de pharmacie à Strasbourg et a travaillé à l'IBMC, je crois. Alors, pour vous donner un autre exemple du fait que le séquençage est devenu de plus en plus efficace, donc j'avais dit le premier génome humain, une espèce de mélange de plusieurs génomes d'ailleurs, 10 ans d'efforts, plus de 3 milliards de dollars dépensés rien qu'aux États-Unis, et puis il y avait en Angleterre on a dépensé, en France on a dépensé, etc.
Ça, c'était en 2001. En 2007, la personne là, avec la barbe, s'est fait séquencer par sa compagnie son propre génome pour 100 millions de dollars. Il se trouve que c'est Craig Venter qui était un de ceux qui a poussé le programme du séquençage du génome humain. Les progrès étaient tels que l'an d'après, cet autre-là, qui est Jim Watson, l'homme de la double hélice avec Crick, a eu son génome séquencé pour plus qu'1,5 million de dollars, une paille. On lui a offert ça. En mars 2010, on a annoncé que Cruella s'était fait séquencer son génome, Glenn Close pour ceux qui ne connaissent pas, pour 48 000 dollars. Et maintenant, il y a une nouvelle machine qui permet de séquencer le génome, à condition qu'on en séquence beaucoup quand même, pour environ 2 000 ou 3 000 dollars en quelques jours. Donc vous voyez un peu l'explosion des possibilités de séquençage. Donc on peut séquencer. Je vais passer là. Alors ça, sur la gauche, c'est une liste simplement de tout ce qu'on appelle le Tree of Life, l'arbre de la vie, l'arbre de l'évolution des organismes vivants, où les biologistes ont séquencé une ou plusieurs espèces de chaque ordre, sous-ordre, et ça apporte des choses absolument étonnantes sur l'évolution, mais surtout sur comment tel ou tel organisme s'est adapté à son environnement, qu'est-ce qu'il a créé comme mécanisme pour pouvoir mieux s'adapter à son environnement. Donc c'est tout à fait passionnant. Donc ça, c'est la partie évolution générale de la vie. Et ce qu'on s'aperçoit, évidemment, c'est qu'il y a des gènes qui sont présentes de manière homologue tout au long de l'arbre de la vie, ou d'une très grande partie de l'arbre de la vie. Et ça peut être très important pour comprendre des maladies génétiques. Je vais vous donner peut-être un exemple. À partir des années 89, on a commencé à étudier dans mon laboratoire une maladie neurologique très grave qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, qui est à la fois une maladie neurologique et aussi, les enfants qui en sont atteints développent, quand ils sont plus grands, une cardiomyopathie. Et en général, c'est la cardiomyopathie d'ailleurs qui va les tuer. La neuropathie, l'ataxie, va les rendre extrêmement handicapés du point de vue physique. En 1996, on trouve le gène grâce aux techniques de génétique humaine. Ce gène ne ressemblait à rien de connu, donc on n'avait aucune idée de la fonction de ce gène. Mais l'ordinateur permet de comparer la séquence de ce gène humain à ceux des séquences de l'époque, et le génome de la levure venait d'être séquencé. Et on trouve qu'il y a un gène de levure qui ressemble au gène humain responsable de l'ataxie de Friedreich. Ce gène de levure n'avait pas non plus de fonction connue. Mais comme c'est facile de manipuler à l'époque, c'était beaucoup plus facile que pour des espèces plus complexes, de manipuler des gènes de levure, très rapidement, des généticiens de levure ont inactivé le gène de Friedreich, et ça a permis de comprendre, au moins en grande partie, la fonction de la protéine. C'était une fonction dans la mitochondrie. Et on peut se dire, ça paraît bizarre quand même qu'une levure, ça n'a ni système nerveux, ni cœur. La maladie humaine, c'est une maladie du système nerveux et du cœur. Mais la mitochondrie, c'est quelque chose qui est général dans la levure, dans les cellules, dans les neurones, dans les cellules musculaires. Donc au départ, après on a travaillé sur des choses plus proches de l'homme, mais au départ, c'est vraiment la levure et la conservation, si vous voulez, génétique entre la levure et l'homme, pourtant on est un peu différents, qui a permis d'illustrer les premières indications sur la fonction du gène qui était déficient dans l'ataxie de Friedreich. Alors, je vous avais dit aussi que grâce au progrès du séquençage, on peut maintenant séquencer des restes très anciens d'ADN qui sont présents dans des os
Et ça a permis donc, de séquencer récemment le génome de plusieurs individus appartenant au groupe des Néandertaliens, et de s'apercevoir d'ailleurs que c'était une branche qui n'avait pas été complètement séparée d'Homo sapiens sapiens, parce que nous avons tous quelques pourcents de génome de Néandertal. Et puis, à partir de 2 dents et de 2 petits fragments d'os de doigts de pied ou de doigts de la main, trouvés dans une grotte en Sibérie, ils sont arrivés à... Est-ce que j'ai une flèche? Non, peut-être pas. À voir sur la droite qu'il y avait une 3e branche d'hominidés qu'on ne connaissait pas et qui s'appelle les Denisova, parce que ça a été trouvé dans une grotte en Sibérie. Et maintenant, donc, on est arrivé à reconstituer cette évolution du génome des hominidés. Et d'ailleurs, en analysant les séquences, on s'est trouvé qu'il y a probablement un 4e hominidé qui était présent à l'époque et qui avait qui pouvait être fécond avec Néandertal ou Denisova. Donc, vous voyez, ça a permis de mieux comprendre l'origine, finalement, des hominidés. Alors, je vous l'ai dit, la génétique, c'est surtout le problème de la variabilité. Donc, nous avons 2 fois 3 milliards de lettres, 6 milliards de lettres. Eh bien, si je compare mon génome à celui de monsieur qui est au premier rang, on va trouver à peu près 6 à 8 millions de différences. C'est-à-dire 0,1% de différence. Alors pourquoi je dis monsieur plutôt que madame? Parce que nous, on a un Y, les dames n'ont pas, donc ça compliquerait les choses. Mais entre 2 individus du même sexe, il y a à peu près 6 à 8 millions, 0,1% de différence dans la séquence du génome. Si nous nous comparons à un chimpanzé, il y a 1% de différence. Donc vous voyez que la différence entre 2 personnes humaines est environ 10% de la différence qui nous sépare du chimpanzé. Ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que dans ce 1% se trouvent nos capacités, par exemple intellectuelles, à parler, à assister à une conférence, à la comprendre. Donc c'est tout à fait, évidemment, alors c'est très compliqué d'essayer de savoir où sont les différences qui sont vraiment significatives. Et puis ce qu'on s'est aperçu plus récemment, c'est qu'il n'y avait pas simplement les différences de lettres. En principe, on a 2 copies du génome. Mais il y a des régions du génome qui sont instables, souvent parce qu'il y a des séquences répétées dans ces régions, ce qui fait que de temps en temps, là où on avait 2 copies, il y en avait une qui va être délétée, et on n'en aura plus qu'une, ou il y en a une qui va être dupliquée, et au lieu d'en avoir 2, on va en avoir 3. Or, notre organisme s'est adapté, en général, pour que ça fonctionne quand on a 2 copies de gènes. Donc, pour certains gènes, d'en avoir 1 ou 3, ça ne fait pas de différence, mais pour d'autres, ça peut être catastrophique. Il y a des maladies responsables, par exemple, de retard mental, ou de cancer, etc., de cancers familiaux, qui sont dus au fait qu'au lieu d'avoir 2 copies, vous n'en avez plus qu'une. Récemment a été trouvé un segment du génome qui, quand elle est dupliquée, c'est-à-dire qu'il y a 3 copies au lieu de 2, va donner des troubles du comportement de type, quelquefois, entre autisme et schizophrénie, mais enfin voilà, mais aussi avec un phénotype d'anorexie. Donc, c'est une région du génome où il y a une trentaine de gènes. Donc, visiblement, là-dedans, il y a un gène qui contrôle les phénomènes de satiété. Et parce que quand on n'a qu'une seule copie, ça donne des gens très obèses. Quand on a 3 copies, ça donne des gens qui ne veulent pas manger. Donc, vous voyez qu'il y a aussi ces variations de nombre de copies, ce qu'on appelle les copy number variants. Donc, alors, gènes et maladies.
Donc, je vous avais dit, il y a ces maladies à causalité génétique. Alors, ça peut être soit des maladies chromosomiques, c'est-à-dire la trisomie 21, par exemple. Vous avez 3 chromosomes 21 au lieu d'en avoir 2. Les choses plus subtiles que je vous avais dit, un segment du génome qui, au lieu d'être à 2 copies, n'est qu'à 1 ou 3, mais ce segment peut contenir 20, 30, 40 gènes. Et puis, ce qu'on appelle les maladies monogéniques stricto sensu, c'est-à-dire vous avez un gène qui porte des mutations. Alors, il peut porter une mutation sur une seule copie, ça peut être donc une maladie dominante, ou une maladie liée au chromosome X, puisque les garçons n'ont qu'une seule copie, donc si cette copie est mutée, il peut y avoir expression de la maladie. Si c'est une maladie récessive, il faut que les 2 copies du gène chez le même individu soient mutées. Alors, des maladies monogéniques comme ça, on en connaît plus de 5-6 000, et je dirais le nombre augmente tout le temps. Pourquoi ? Parce que souvent, vous avez des maladies qui ont à peu près la même présentation clinique, dont on n'est même pas toujours sûr qu'elles soient des maladies génétiques, et ce n'est que quand on a identifié le gène et la mutation qu'on peut dire, effectivement, ça, c'est une maladie génétique, ou une forme de maladie génétique. Alors, c'est des maladies qui sont souvent individuellement rares, mais qui ont un poids sur la personne, parce que c'est souvent des maladies de toute une vie, sur la famille, parce que c'est la famille qui va devoir entourer, supporter, aider cette personne atteinte, et puis avec cette idée qu'il y a peut-être un risque de récurrence. Si c'est une maladie génétique, est-ce que le couple qui a déjà eu cet enfant atteint a un risque d'avoir un autre enfant atteint ? Est-ce que les frères et sœurs ont un risque d'avoir un enfant atteint de la même maladie ? Et puis, quand vous additionnez beaucoup de maladies rares, ça finit par faire un vrai problème de santé publique. Et on estime, par exemple, que 20% de la mortalité infantile et 10% des hospitalisations pédiatriques sont liées à des maladies génétiques. Donc, j'ai parlé des maladies chromosomiques. Alors, un exemple, ce qu'on appelle le retard mental ou la déficience intellectuelle, et puis l'autisme, c'est en grande partie à peu près la même chose, avec quelques différences. Souvent, vous avez un enfant atteint dans une famille avec une déficience intellectuelle ou avec un autisme. Alors, ça peut être une anomalie chromosomique, telle que la trisomie 21, peut-être 5 à 10% des cas. Et autrement, c'était très difficile de savoir si ou non c'était génétique ou ça pouvait être dû peut-être à des problèmes lors de l'accouchement, à une infection lors de la grossesse, etc. Et maintenant, on s'est aperçu qu'il y a plus de 500 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, peuvent entraîner un retard mental avec ou non des troubles du comportement, avec ou non de l'autisme. Et donc, ça, c'est le séquençage à haut débit qui nous permet d'identifier toutes ces mutations qui peuvent être responsables. Et donc, vous pouvez avoir un enfant atteint. Et on peut se dire, si c'est un seul enfant atteint, c'est pas génétique. Eh bien, pas du tout. Ça peut être une maladie récessive, ça peut être une maladie liée au X chez un garçon, ou même quelquefois chez une fille. Ça peut être une maladie dominante où simplement il y a une néomutation, c'est-à-dire que les parents ne sont pas porteurs de la mutation. Et puis, lors de la formation des gamètes, spermatozoïdes ou ovocytes, eh bien, il y a une mutation qui s'est passée dans un gène particulièrement important, dans un endroit particulièrement important de ce gène, et qui est suffisant à donner un retard mental. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, sur lequel on travaille beaucoup dans notre laboratoire. Et puis les maladies communes, alors les maladies communes, je vous l'ai dit, c'est une histoire de prédisposition génétique. Alors là, c'est tout à fait différent. C'est plus un gène qui entraîne la maladie. Les maladies communes, c'est des variations à des nombreux gènes, avec certaines variations qui vont favoriser la maladie, d'autres qui, au contraire, vont diminuer le risque de la maladie. Mais ça peut être des très nombreux gènes. À l'heure actuelle, par exemple, pour le diabète de type 2, on estime qu'il y a plus de 60 ou 80 gènes dont des variations sont impliquées dans le risque de diabète. La même chose pour
la maladie de Crohn ou d'autres, la maladie de Parkinson, une trentaine de gènes, etc. Mais toutes ces variations génétiques, donc il y a un aspect combinatoire. Est-ce que vous avez plutôt plus de variants à risque ou plus de variants protecteurs? Et puis, il y a des variants qui multiplient le risque par un facteur de 2. Il y en a qui l'augmentent juste de 10%. Donc, tout dépend quel type de variant. Est-ce que c'est un variant qui a un effet fort dans un sens ou dans l'autre? Et tout ceci, c'est en interaction avec l'environnement. Et je donne un exemple. Le diabète de type 2. C'est le diabète, en général, des gens d'âge mûr, en surpoids, qui ont une alimentation déséquilibrée. Il y a une épidémie mondiale de diabète. Il y a de plus en plus de diabétiques. Ce n'est pas parce que les gènes ont changé. Hein, l'évolution génétique, elle prend des centaines de générations. C'est simplement parce que l'environnement a changé. C'est parce que les gens bougent moins, mangent plus de McDonald's, boivent des boissons sucrées. Et donc, s'il y a une épidémie de diabète qui alerte beaucoup les médecins, ce n'est pas que les gènes ont changé, c'est que les conditions environnementales ont changé. Mais dans les mêmes conditions environnementales, vous avez des gens qui, tout en mangeant un McDo chaque jour, restent maigres, et vous avez d'autres qui vont dériver vers, effectivement, l'obésité, le diabète. Donc, si vous voulez, notre génome va, par ces variations, faire que nous ne sommes pas tous, nous ne répondons pas tous de la même manière à l'environnement. Et donc, quelles sont les maladies communes qui ont des risques génétiques? Eh bien, je dirais que c'est quasiment toutes les maladies. Même les maladies infectieuses, on va dire le HIV quand même. Le sida, ça c'est une maladie infectieuse. Vous avez le sida parce que vous avez été contaminé par quelqu'un et vous avez développé cette infection et le désordre immunitaire. Eh bien, ce n'est pas suffisant. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui sont génétiquement très résistants contre le sida. On a identifié le gène. Et même maintenant, on pense à pouvoir manipuler ce gène comme traitement cellulaire pour des personnes infectées par le sida, pour rendre leurs lymphocytes résistants au virus HIV. Donc effectivement, la cause du sida, si vous voulez, c'est bien l'infection par le HIV. Mais la réponse qui fait que certains vont développer une infection fulgurante et tomber en immunodéficience très rapidement, et d'autres pourront ne pas prendre de précautions et rester sans problème, ça, c'est l'aspect génétique. Donc, finalement, d'une certaine manière, toute la pathologie humaine est peu ou prou sous influence de la variabilité génétique de notre organisme. Et un des gros problèmes, c'est d'essayer d'identifier quelles sont ces variabilités, non pas tellement pour prédire qui c'est qui va être à risque ou pas à risque, mais pour comprendre un mécanisme. Dans ce que je vous avais raconté sur le sida, c'est le gène CCR5, récepteur de chémokine. On ne s'en sert pas pour savoir, on va tester dans cet amphi, c'est à peu près 0,5 à 1% de la population européenne qui a une délétion dans ce gène, qui inactive ce gène, et ça les protège contre le virus du sida, parce que ce gène code pour une protéine qui est un corécepteur du virus, et donc qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Donc si ce corécepteur n'est pas là, le virus rentre beaucoup plus difficilement. Il se trouve que probablement ce gène n'a pas une fonction très importante, parce que sinon, ce serait des gens qui seraient malades. On ne va pas quand même commencer à tester ici tout le monde pour savoir sur les, je sais pas, 4 ou 500, quels sont les 3 ou 4 à qui on peut dire, écoutez, vous, pas de problème, vous y allez, vous êtes résistant. L'intérêt, c'est d'avoir compris quelque chose sur le mécanisme d'entrée du virus du sida dans les lymphocytes et de se dire, est-ce que ça pourrait être une cible pharmacologique ou une cible de traitement, de thérapie cellulaire, de thérapie génique.
Alors maintenant, je suis aussi, en dehors d'être professeur, je suis aussi directeur d'un laboratoire à l'hôpital qui utilise les techniques de séquençage pour détecter les mutations qui sont présentes chez des malades où on suspecte une maladie génétique. Et à quoi ça sert, en fait, de savoir que telle ou telle personne a une pathologie parce qu'elle a une mutation dans tel ou tel gène. Et ça, c'est quelque chose qui... j'ai beaucoup de scientifiques dans le laboratoire, et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que ça permet un diagnostic. Imaginez que vous ayez une famille où vous avez un enfant avec des troubles cognitifs et avec des troubles de comportement. Immédiatement, les parents, notamment la mère, va se dire est-ce que je ne l'ai pas élevé correctement, ou j'ai peut-être fait des choses pendant la grossesse que j'aurais pas dû faire, j'ai bu une fois un verre de champagne, est-ce que c'est ça qui a fait qu'il n'est pas bien, ou je m'en suis pas assez occupé quand il était tout petit, ou je m'en suis mal occupé, ou je m'en suis trop occupé, etc. Et si on s'aperçoit en fait que c'est effectivement lié à une mutation, c'est déjà une explication, si vous voulez, c'est très important ça. Ensuite, on va pouvoir savoir si c'est tel gène, peut-être qu'on pourra prédire plus ou moins l'évolution. Est-ce que ça va empirer, ça va rester stable? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudra surveiller, comme l'ataxie de Friedreich? Ça commence par des problèmes neurologiques, mais on dit qu'il va falloir surveiller le cœur, parce qu'après, il va y avoir des problèmes cardiaques. Et là, on peut faire quand même des choses pour ces problèmes cardiaques. Donc, le diagnostic, pour l'information de la famille et pour essayer d'avoir une prise en charge médicale, éducative, qui soit éventuellement mieux adaptée. Mais surtout le conseil génétique. Dans une famille où vous avez un problème comme ça, leur hantise, on a déjà un enfant qui est atteint, est-ce qu'on peut en avoir un deuxième qui aura la même chose? Est-ce que la sœur, quand elle aura 20 ans et qu'elle aura un projet parental, elle va se dire, mais est-ce que je risque pas d'avoir un enfant qui a une mucoviscidose, une myopathie, etc. Donc, de savoir quelle est la mutation, ça permet de savoir qui est à risque de transmettre cette mutation et d'avoir d'autres enfants atteints. Donc c'est ce qu'on appelle le conseil génétique. Alors il y a la prédiction de sévérité, ça c'est souvent limité, parce que l'expression clinique d'une maladie ne dépend pas seulement de la mutation au départ, elle dépend en grande partie, mais elle va dépendre aussi de la manière dont la prise en charge médicale va se passer, mais aussi de la variabilité du génome individuel qui fait qu'avec une même mutation, il y a des personnes qui seront plus malades et d'autres moins malades. Et donc, comme je l'ai dit, le séquençage à haut débit, maintenant, ça permet de pouvoir appliquer ça vraiment pour le diagnostic de très nombreuses maladies, c'est très important. Mais ces maladies génétiques, c'est aussi une fenêtre d'éclairage sur la fonction des gènes. Les gènes codant pour des protéines, quelquefois des gènes codant pour des ARN. Quelle est leur fonction non seulement biochimique, mais leur fonction dans l'organisme entier? Qu'est-ce qui se passe quand un gène est muté, soit par une mutation où le gène n'est plus fonctionnel, soit au contraire parce qu'il est trop fonctionnel, parce qu'il marche 2 fois mieux que normalement. Et donc, les maladies génétiques, c'est une source de compréhension du rôle des gènes et des protéines, et de pouvoir exactement savoir, tiens, tel domaine dans telle protéine est très important pour sa fonction, parce que si on le mute, soit ça ne fonctionne pas, soit au contraire, vous avez une kinase qui est suractivée, par exemple. C'est ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle. Et ça, c'est très puissant, parce que d'une part, on part des mutations qui sont présentes dans l'ensemble de la population humaine, ou en tout cas celle où il y a une médecine qui permet de suspecter qu'il y a une maladie génétique et de l'étudier, et de tout ce que les médecins et les patients vont pouvoir décrire. Parce qu'une souris malade, elle ne peut pas dire « là j'ai mal ici » ou « je suis anxieuse ». Il va falloir essayer de faire des tests pour détecter « tiens, elle est anxieuse parce qu'elle n'ose pas être dans le centre de la cage », etc. Mais un humain peut dire ce qu'il ressent. Et puis, on peut identifier des nouveaux mécanismes mutationnels. Alors là, je vous donne 1 ou 2 exemples.
nous avons eu la chance, en 91, de trouver sur la maladie qu'on étudiait, qui est une forme de retard mental assez fréquente, une forme de mutation qui était tout à fait étonnante, qui n'avait été décrite dans aucun autre organisme, qui était une expansion de motifs répétés, CGG, CGG, CGG. Tout d'un coup, l'ADN commençait à amplifier cette séquence et ça entraînait cette maladie. Après, on a trouvé plus d'une trentaine d'autres maladies qui sont liées à ce même type de mutation. C'est un peu comme si vous laissez votre doigt sur la touche d'ordinateur, vous vouliez juste mettre un A, et puis tout d'un coup, vous avez une lignée de A. Évidemment, ça perturbe le message. Ça, c'est juste pour vous dire que quand vous trouvez quelque chose qui, tout d'un coup, et là, il se trouvait que c'était un résultat visuel, on pouvait voir ces mutations, ces expansions, par une technique qui s'appelle le Southern blot, et on pouvait s'apercevoir aussi qu'il y a une anomalie de méthylation de l'ADN, et tout d'un coup, vous compreniez la transmission dans la famille en regardant simplement cette expansion et cette médiation. Là, ça vous montre que quand on est âgé, à un moment, on l'était moins. Alors, un autre exemple, une maladie ultra rare, dont je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler. Une personne sur 100 000 environ. Je pense qu'en fait, c'est un peu plus, mais... On appelle le syndrome de Bardet-Biedl. Alors ça, c'est un truc qui est très... les médecins, le premier qui a décrit une maladie, il donne son nom. Donc là, c'était les deux premiers. Il y avait un Français, Bardet, et un Anglais, Biedl. Donc chacun a voulu dire, bon voilà, on a été le premier, donc on l'appelle le syndrome de Bardet-Biedl. Une personne sur 100 000. Et une constellation très curieuse de signes. Vous avez des signes de rétine, une dégénérescence rétinienne. Donc c'est des gens qui vont devenir aveugles. C'est des gens qui sont souvent très obèses. Ça peut être une obésité massive, 150, 200 kilos. Ils ont des anomalies des doigts de pied ou de doigts de main avec des polydactylies. Ils n'ont pas tous. Et quelquefois, c'est juste une main ou un pied. Certains n'en ont pas, mais assez souvent, il y a des polydactylies. Ils ont des anomalies rénales, genre kyste, et puis hypogonadisme, c'est-à-dire déficience des hormones sexuelles, et puis ils sont un peu lents du point de vue cognitif. Alors vraiment, on se disait, cette constellation de choses qui n'ont rien à voir, qu'est-ce qu'a à voir la rétine avec le rein, avec l'obésité, etc. Les gens se disaient, il y aura un gène, peut-être un facteur de transcription qui régule toute une série d'autres gènes, et c'est ça qui entraîne la maladie de Bardet-Biedl. Eh bien, à partir des années 2000, en étudiant des familles, donc ça c'est international, mais il y a eu une grosse activité à Strasbourg, notamment par l'équipe d'Hélène Dollfus, nous avons collaboré avec elle. À partir de familles de patients, on a pu identifier des gènes. Puis il y avait un premier gène, c'est BBS1, il ressemblait à rien, et il expliquait pas toutes les familles. Donc on continue, puis BBS2, BBS3, blablabla. On en est à BBS 18 ou 19. Et il n'y a aucun médecin qui peut, en regardant le patient, savoir est-ce que ça sera BBS 5 ou BBS 8 ou BBS 12. Et au début, on n'avait aucune idée, ces gènes ne se ressemblaient pas entre eux, de quelle était leur fonction. Pourquoi ils devaient avoir une fonction commune, puisqu'ils donnaient le même phénotype. Eh bien, c'est un de ces gènes, je me rappelle, ça devait être BBS 4 ou BBS 3, où il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait un homologue dans le nématode, ce petit ver, c'est élégance, et qu'il y avait une signature qui disait que donc, ce gène devait fonctionner dans un organite cellulaire dont on ne connaissait pas vraiment grand-chose de son importance, qui s'appelle le cile primaire. Et petit à petit, on s'est aperçu que tous les gènes BBS, en fait, sont impliqués dans la fonction de cet organisme qu'on connaissait par microscopie depuis 100 ans et dont personne ne savait à quoi ça servait. Et les gens pensaient que ça doit être un reste d'évolution et que ça ne sert à rien. Eh bien, grâce à ça, maintenant, la recherche sur le cile primaire est devenue extrêmement active et il y a toute une nouvelle classe de maladies, c'est cette espèce de cile qui est présent chez nous, chez l'homme, dans quasiment chaque cellule,
on s'est aperçu qu'il y a toute une série de maladies dont certaines sont uniquement rénales, d'autres sont reins et œil, d'autres squelettes avec obésité ou sans obésité. Donc toute une série de maladies qui ont en point commun une dysfonction du socile. Et maintenant, les biologistes cellulaires commencent à réaliser l'importance dans les voies de signalisation à l'intérieur de la cellule de ce cil primaire. Et donc ça, c'est vraiment la génétique humaine qui a indiqué quelle était l'importance de ce cil. Alors, l'importance des organismes modèles, c'est évident que si on veut comprendre la fonction du gène, on peut observer chez l'homme ce qui se passe quand le gène ne dysfonctionne pas, et dysfonctionne, mais on ne peut pas vraiment aller voir à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du foie, etc., exactement ce qui se passe, quels sont les mécanismes, donc l'utilité d'avoir des systèmes modèles. Ça peut être la levure, ça peut être le poisson zèbre, ça peut être la souris. Selon les cas, on va préférer tel ou tel modèle, soit parce que ça permet d'aller plus rapidement, soit parce que ça permet d'aller plus avant. Si vous vous intéressez au comportement, il vaut mieux aller chez la souris que chez le nématode, par exemple. Voilà, et donc il y a des laboratoires qui vont être spécialisés pour étudier le nématode ou pour étudier le zébrafiche, etc. Et c'est extrêmement utile pour la compréhension, mais aussi pour tester des stratégies thérapeutiques. Et là, je pense que... bon, là, je vais en parler après. Juste, je voudrais vous parler de quelque chose qui date de 2012-2013, ou plutôt, ça a commencé en 87, mais en 87, ça n'avait pas l'air d'avoir intérêt, et qui est en train de révolutionner complètement la création de modèles génétiques, non plus uniquement dans les classiques, la souris, zébrafiche, etc., mais dans quasiment n'importe quelle espèce, et dont on commence beaucoup à se dire et à essayer que ça pourrait être utile en thérapie cellulaire humaine, parce que ça vous permettrait d'éditer le génome d'une cellule souche, de remplacer telle lettre par telle autre, d'inactiver un gène, par exemple le gène CCR5, qui permet la résistance au HIV, etc. Et juste un peu cette histoire, de nouveau, parce que ça vous montre que des choses qui sont utiles en médecine, au départ, c'était des curiosités. Donc, en 87, une première publication, quelqu'un qui trouve des séquences répétées, puisqu'on avait séquencé le génome de E. coli, et en analysant informatiquement le génome d'E. coli, il trouve qu'il y a des séquences répétées dans E. coli et qui sont séparées par des spacers, d'autres séquences, et puis voilà, ça se répète. Ça n'intéresse pas grand monde, mais il y a quand même des gens qui continuent un peu à travailler là-dessus et qui s'aperçoivent que finalement ce type de séquence est très répandu dans le monde bactérien, y compris dans un autre ordre de bactéries qui s'appelle les archébactéries, et où il y a ce type de séquence répétée. Et puis, vers 2000-2002, les gens s'aperçoivent que entre ces séquences répétées, il y a des spacers, des espaceurs. Que ces espaceurs correspondent en fait à des séquences de virus qui attaquent les bactéries ou de plasmides, etc. Et là a commencé à se faire l'idée que c'était peut-être un système immunitaire des bactéries leur permettant de lutter contre des virus qui veulent les faire lyser, les faire mourir. Donc les gens commencent à travailler là-dessus et à travailler sur les mécanismes. Et alors, il y a des bactéries qui sont d'intérêt biotechnologique très important. C'est les bactéries qui permettent de faire du yogourt. Et quand vous êtes Danone, etc., vous voulez que vos bactéries soient bien reproductibles, bien efficaces, et qu'il n'y ait pas tout d'un coup, elles meurent parce qu'il y a une infection virale. Eh bien, il y a une équipe d'une boîte biotechnologique danoise, mais qui a des labos en France,
Donc il y a des Français là-dedans. Philippe Ovart est quelqu'un qui travaille en France, qui se sont aperçus, effectivement, qui ont pu démontrer que dans cette bactérie Streptococcus thermophilus, qui est utilisée pour faire les yogourts, que ces séquences, mais aussi des protéines qui sont associées à ces séquences, qui s'appellent protéines Cas, jouaient effectivement un rôle important dans la sensibilité de ces bactéries à tel ou tel virus spécifique. Donc ils ont montré dans ce papier dans Science, CRISPR, c'est pour Clustered Regularly Interspace Repeats, permettent une résistance contre des virus chez les bactéries. Article de Science en 2007. Il y a des gens aux États-Unis, et puis cette jeune Française qui travaillait à Vienne puis à Umeå, qui ont commencé à travailler sur le mécanisme. Ils ont trouvé que ce mécanisme impliquait ces protéines qui sont des nucléases, qui sont impliquées dans les phénomènes de dégradation ou de recombinaison de l'ADN ou de l'ARN. Et elles ont trouvé le mécanisme et qu'il y avait des petits ARN qui permettaient de cibler très exactement là où ces nucléases devaient agir. Et donc, en 2012, c'est un papier de 2012, ils ont dit ça pourrait être utilisé pour créer à la demande des modifications de génome, simplement en prenant ces RNA guides, plus la protéine qui s'appelle la protéine Cas, et on pourrait modifier des génomes. Eh bien ça a été une révolution, mais quand je dis c'est une révolution, c'est 2013 et ça continue. Et vous avez d'ailleurs cet article dans Science, la folie CRISP, puisque maintenant, il y a des milliers de labos qui explorent tout ce qu'on peut faire avec ce système bactérien. Deux exemples. Une équipe chinoise qui publie au début de l'année qu'en injectant des RNA guides et cette protéine, ou le gène codant pour la protéine Cas9, dans un oocyte, ou dans un embryon, une cellule de singe, une espèce de singe, ils arrivent à modifier deux gènes à la fois de façon ciblée et créer donc une espèce de singe où ces gènes sont inactivés. Or, ces singes, on ne pouvait pas manipuler leur génome avant. Donc ça, c'est une première expérience. Une autre expérience, juin 2014, qui montre qu'on peut utiliser ceci pour prendre des cellules souches qui peuvent donner des cellules sanguines, modifier ce fameux gène CCR5 pour l'inactiver, reproduire la mutation humaine qui protège contre le virus du sida, et il conclut que grâce à ça, on pourrait avoir un outil. Pour le moment, ils n'ont pas testé ça sur des êtres humains, ils ont testé ça sur des cellules humaines, mais ils ont vu que ces cellules donnaient des lymphocytes qui étaient résistants au HIV, et ils proposent que ceci pourrait être utilisé pour, chez des patients atteints du sida, prendre leurs cellules souches, modifier pour rendre 50% de ces cellules résistantes au HIV et permettre de reconstituer un système immunitaire. Voilà. Alors, bon, je vais accélérer, juste pour dire qu'effectivement, je dis, on peut identifier des gènes de maladies, mais la question, c'est ensuite, est-ce qu'on peut trouver des thérapeutiques? Ça, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus lent. Ça peut prendre beaucoup de temps, ou ça peut être un échec, ou même, par exemple, des maladies génétiques qui font qu'il y a une migration neuronale anormale et qui donnent, par exemple, des épilepsies congénitales. Vous ne voyez pas comment une thérapie génique permettrait de remettre les neurones à la place quand, au cours du développement pendant la grossesse, la migration a été anormale. Donc il y a des maladies génétiques dont on peut se dire qu'on n'arrivera pas à les traiter. Mais des maladies où le développement de la maladie est plus tardif, on peut se dire peut-être qu'on pourra faire quelque chose. Alors la thérapie génique, c'est quelque chose dont on parle beaucoup au moment du Téléthon. L'idée est très simple.
vous avez une maladie parce que vous avez un gène anormal. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre le gène normal dans la cellule? L'idée est très simple. La réalisation est extrêmement compliquée. Parce qu'il faut pouvoir cibler ce gène dans les cellules où on veut qu'il agisse. Il faut qu'il s'exprime suffisamment, mais peut-être pas trop, parce que quelquefois, quand vous avez une surexpression, c'est pas bon. Mais surtout, le problème, c'est comment le faire fonctionner dans, par exemple, des cellules musculaires, pour, par exemple, modifier l'ensemble du système musculaire pour un myopathe. Alors, pour le moment, la thérapie génique, il y a des succès, mais ça a pris beaucoup plus de temps qu'on pensait, notamment pour les maladies hématopoïétiques, c'est-à-dire où, par exemple, les enfants bulles. On commence à l'utiliser pour des maladies rétiniennes, des dégénérescences rétiniennes, parce qu'on a accès relativement facilement à la rétine, mais ça reste très difficile. Et puis, de temps en temps, on a des bonnes surprises grâce à des modèles animaux. Par exemple, il y a une maladie qui est responsable notamment de très très graves malformations aortiques qui peuvent entraîner la mort des patients, qui s'appelle la maladie de Marfan. Le gène avait été trouvé, je crois, dans les années 95. Ça avait l'air d'être un gène structural. Et quand on vous dit c'est un gène structural, vous dites mais comment remplacer une structure? C'est comme si on vous dit tel bâtiment est mal fait parce que le béton était mal fait. Si vous voulez remplacer le béton, faut remplacer tout le bâtiment. Mais les gens ont fait un modèle souris. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait, finalement, ce n'était pas tellement un problème structural. La protéine en question jouait un rôle dans la signalisation d'un facteur de croissance qui s'appelle TGF-bêta. Il y avait trop de signalisation TGF-bêta. Il y avait dans les molécules utilisées en thérapeutique une molécule dont on savait qu'elle permettait d'inhiber la voie TGF-bêta. Ça marchait chez la souris. Il y a eu des essais cliniques chez les patients. Les premiers essais cliniques ont été extrêmement favorables. Donc là, ça vous montre qu'au départ, on se disait c'est une maladie qui touche une protéine du tissu conjonctif, il n'y aura rien à faire. Mais en fait, c'était finalement un problème de signalisation et une molécule qui existait déjà, mais qu'on utilise pour autre chose, et maintenant en essai clinique et apparemment avec des choses qui marchent très favorablement. Juste pour indiquer, il y a deux maladies sur lesquelles nous, on avait travaillé et on avait trouvé le gène pour les deux d'entre elles, c'est l'ataxie de Friedreich et une autre, une myopathie myotubulaire très très sévère, les enfants qui meurent en général avant l'âge d'1 an. On a trouvé le gène en 1996. Cette année, ou l'an dernier, soit chez nous, soit des gens qui étaient chez nous et qui sont partis au Généton, ont montré qu'une thérapie génique permet, chez la souris, ou même pour cette myopathie, dans un modèle spontané de chien qui a exactement la même mutation, permet de corriger les problèmes cliniques. Et donc l'espoir, c'est peut-être que d'ici 2, 3 ou 4 ans, ça pourra passer en thérapie humaine. Mais vous voyez, c'est des gènes qui ont été identifiés en 1996. Les modèles souris ont été faits vers 2002. Ça met beaucoup de temps. Et encore, on n'est pas encore aux essais cliniques. Pour vous montrer un autre exemple dans les cancers, à partir d'une mutation, alors la mutation somatique, vous savez que beaucoup de leucémies sont dues à des réarrangements chromosomiques. Donc en 1960 a été découvert au tout début de la cytogénétique, donc une forme de leucémie, un chromosome abnormal découverte à Philadelphie, on a appelé ça le chromosome Philadelphie. En 1973, on s'est aperçu que c'était une translocation entre le chromosome 9 et le chromosome 22. En 1986, on a pu identifier exactement quels étaient les gènes qui étaient au debout de ces chromosomes qui se sont recombinés. Et notamment, il y avait un gène qui s'appelle ABL, qui code pour une kinase. Et on s'est aperçu que cette translocation suractivait ce gène ABL. Il fonctionnait trop. Donc les gens se sont dit, si on faisait des inhibiteurs de cette kinase, ça pourrait être intéressant. Donc en 1990, l'industrie pharmaceutique commence à travailler là-dessus.
Et en 2001, premier papier montrant l'efficacité thérapeutique du Glivec, qui a été une révolution pour la thérapeutique de cette leucémie et de quelques autres leucémies où vous avez une suractivation d'ABL. Mais on pourrait se dire, depuis la découverte initiale en 1960, ou même, disons, on va dire, la fusion des gènes ABL, c'était en 86, ça avait mis plus de 15 ans, hein, à partir de 86. Peut-être que les choses peuvent aller maintenant plus vite quand c'est effectivement des kinases. Je vous donne cet exemple. En 2002, un papier d'un groupe anglais au Sanger Institute montrant que dans 70% des mélanomes, les mélanomes, c'est ces tumeurs de la peau qui sont très agressives et où il y a très peu de traitement. Ils trouvent que 70% des mélanomes ont une mutation, et souvent la même mutation, dans le gène aussi d'une kinase qui s'appelle BRAF. Aussitôt, l'industrie pharmaceutique commence à faire des inhibiteurs de BRAF, et là, vous voyez, c'est allé beaucoup plus vite. En 2010, premier papier, des résultats assez spectaculaires. Une majorité de patients ont une tumeur qui disparaît ou qui régresse grâce à cet inhibiteur. Papier d'août 2010, mais en biologie, les choses ne sont jamais complètement simples. En décembre 2010, on dit oui, mais les tumeurs deviennent rapidement, la plupart des tumeurs deviennent rapidement résistantes. Et donc, ils ont étudié quel est le mécanisme de résistance pour essayer de pouvoir avoir une médication qui cible BRAF et qui cible aussi les mécanismes de résistance. Donc, vous voyez, rien n'est simple. Bon, je crois que j'avais l'intention de vous parler de bien d'autres choses. Je vais peut-être aller très très rapidement. Je vais passer 25 dias, je vous avais dit, hein, c'est mon côté... vous voyez ? Ah, juste celui-là, c'est dans les prédispositions aux maladies communes. Un exemple, il y a des variants génétiques qui sont répandus dans la population, qui s'appellent les variants Leiden, qui prédisposent aux thromboses, c'est-à-dire les phlébites, les accidents vasculaires cérébraux, les embolies pulmonaires, parce que ça va coaguler dans les vaisseaux. Et donc, les personnes qui ont un de ces variants dit Leiden, c'est 20% de la population, leur risque de thrombose est multiplié environ. Mais il y a un autre facteur qui, dans une partie de la population, peut augmenter le risque de thrombose, c'est la pilule. Et vous avez tous entendu parler des controverses sur les pilules de 4e génération et des jeunes femmes qui sont mortes à cause d'événements de thrombose dus à des pilules qui augmentent beaucoup le risque de thrombose. Mais toutes les pilules augmentent toujours le risque de thrombose. La pilule, ça augmente, en général, la pilule moyenne, le risque de 4 fois. Si vous avez la variation génétique plus la pilule, ça vous augmente le risque de 30 fois. On dit, ah, oh là là, ça c'est terrible ça. Sauf que 30 fois, ça reste quand même des événements de thrombose, disons, au niveau de 30 pour 10 000 personnes. Donc la probabilité reste très faible. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire quelque chose médicalement? Par exemple, est-ce qu'il faudrait, c'est une discussion qu'ont les cliniciens, par exemple, avant de prescrire la pilule, savoir si ou non une personne est porteuse de ce facteur de risque pour pouvoir éventuellement soit lui suggérer de changer de méthode de contraception ou peut-être de prendre une pilule moins thrombotique, etc. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, je terminerai juste, vous voyez tout ce que j'avais prévu de... Voilà. Comment est-ce qu'on détecte la sélection darwinienne? Et je donnerai juste 2 exemples sur les 3 que je voulais vous présenter. Vous savez, vous avez tous entendu parler de Darwin, qu'effectivement, il y a une sélection, les organismes qui sont les mieux adaptés dans l'environnement donné vont survivre, vont avoir une descendance et vont pouvoir effectivement
évoluer, alors que ceux qui ne sont pas adaptés vont s'éteindre. Eh bien ça, au niveau du génome, c'est façonné par le fait que vous avez des variants. Si ces variants entraînent... pardon. Pourquoi? S'il y a un variant qui entraîne un avantage sélectif et qui fait que ceux qui sont porteurs de ce variant peuvent vivre jusqu'à l'âge de reproduction, avoir des enfants qui eux-mêmes vont pouvoir se reproduire plus facilement, c'est un variant qui va augmenter de fréquence dans la population. Si au contraire c'est un variant qui fait qu'on n'arrive pas à l'âge de reproduction ou qu'on a moins d'enfants, etc., c'est un variant qui va être soumis à sélection négative. Alors la sélection négative, on comprend, quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas bon. Mais la sélection positive, comment comprendre la sélection positive, comment la détecter? Je vous donnerai deux exemples. Un qui est classique, un autre qui est plus récent. Le classique, c'est qu'il y a des maladies des globules rouges, de l'hémoglobine, qui sont extrêmement fréquentes en Afrique, dans le Moyen-Orient, pourtour méditerranéen, Asie du Sud-Est, et donc qui touchent énormément de gens atteints de ces maladies très sévères, c'est des maladies récessives. Il faut avoir les deux allèles mutés, les deux copies mutées du gène globine impliqué pour avoir la maladie, donc soit anémie falciforme, soit thalassémie. Là, vous avez, par exemple, pour l'anémie falciforme, la carte des populations où vous avez, dans certains cas en noir, plus de 10% de la population qui est porteuse sur une copie de la mutation. Comment se fait qu'une mutation qui entraîne une maladie très sévère qui en fait tuait les enfants en bas âge chez les homozygotes se soit répandue dans la population? Eh bien tout simplement parce que le parasite qui est responsable du paludisme, il vit dans le globule rouge et il vit moins bien dans un globule rouge où il y a une mutation responsable de l'anémie falciforme ou de la thalassémie. Et donc, vous avez eu un effet double. À l'état hétérozygote, une seule copie, ces mutations entraînent une protection, pas complète, mais une forte protection contre les crises sévères de paludisme. Parce que le plasmodium peut moins bien infecter, peut moins bien se multiplier. Donc, ça s'est répandu dans toutes les populations où le paludisme tuait des enfants en bas âge. Et quand un enfant est tué par le paludisme, il ne va pas pouvoir se reproduire, il ne va pas avoir de descendance. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont avantageuses dans un certain environnement à l'état hétérozygote, désavantageuses à l'état homozygote. Mais l'autre papier que je voulais vous indiquer, voilà. Ça, c'est la couverture d'un papier dans Science en 2005. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un bocal avec deux poissons zèbres. Ces deux poissons zèbres diffèrent par leur pigmentation. D'accord? On voit une carte du globe dans le bocal. Et puis, le bocal, il est tenu par une main, je dirais, européenne, et une main d'une personne d'origine africaine. Noir et blanc, si l'on veut. Alors, pourquoi est-ce que ça a la couverture de Science? Eh bien, ça a la couverture de Science parce qu'il y a des gens qui sont intéressés à un mutant classique de zebrafish, qui était un mutant de couleur, qui finalement n'intéressait personne, hein, parce que les gens utilisaient les zebrafish pour le développement, etc. Mais les gens se sont dit quand même, c'est un mutant classique. Il faut savoir qu'est-ce qui différencie ces poissons qui ont des couleurs d'écailles différentes. Donc, ils localisent le gène, ils le séquencent, ils s'aperçoivent effectivement que dans le poisson muté, il y a une mutation qui inactive ce gène. Ils se demandent, est-ce que ce gène a un équivalent chez l'homme?
oui, ce gène a un équivalent chez l'homme. Et à l'époque, on avait fait une carte des variations génétiques chez l'homme, et ils s'aperçoivent d'une chose étonnante. Cette carte des variations génétiques indique, alors là c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, vous avez à chaque fois 80 Européens, 80 Africains, 80 Japonais ou Chinois qui ont été analysés pour 50 endroits de variation au niveau de cet endroit. Chacun, vous pouvez être jaune ou bleu. Et vous voyez, chez les Africains, c'est très compliqué. Chez les Européens, c'est une région du génome de plus de 200 000 nucléotides où nous sommes quasiment tous identiques, les Européens. Et ils se sont posé la question, pourquoi ? Parce que nous sommes tous porteurs d'une mutation dans ce gène qui est le même gène que chez le poisson zèbre. Enfin, nous, ceux qui ont d'origine européenne, quasiment tous. Une mutation donc qui est survenue chez une personne, une, et qui a donné un avantage sélectif tel chez les Européens que carrément, seuls ont survécu, si vous voulez, et ont pu avoir des enfants, en tout cas petit à petit, ceux qui portaient cette mutation. Donc un avantage sélectif extraordinaire. Et l'explication, qui est une hypothèse, mais où il y a pas mal de choses, c'est que les UV, ça a un caractère favorable et un caractère défavorable. Le caractère défavorable, vous savez tous que l'exposition aux UV augmente le risque de cancer de la peau. D'accord ? Donc, si vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de soleil, vous avez, et que c'était avant qu'il y ait des crèmes filtrantes, le mieux pour filtrer, c'était d'avoir une peau foncée. Vous avez une peau foncée, ça permet de filtrer les rayons UV et donc de mieux résister au soleil, et surtout à l'époque où on n'avait pas des complets vestons pour se protéger des chapeaux. Mais les UV, ils ont une autre chose. Ils transforment dans la peau un précurseur de la vitamine D en vitamine D active. Si vous n'avez pas suffisamment de vitamine D, vous avez un rachitisme. Si vous avez un rachitisme, vous ne vous reproduisez pas et vous n'avez pas d'enfants. Quand vous êtes au soleil, il y a beaucoup de soleil, suffisamment d'UV, même si vous avez la peau foncée, pour transformer le précurseur de la vitamine D en vitamine D. Mais quand, out of Africa, il y a des populations qui sont allées dans des contrées où il y avait beaucoup moins de soleil, eh bien là, le problème, c'était celui du rachitisme, c'était plus celui du mélanome. Et donc, cette mutation, c'est une adaptation à des conditions climatiques et qui, visiblement, parce qu'on sait que c'est la même mutation qui s'est produite une fois, qui a été transmise à l'ensemble, carrément, des populations européennes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Et ceux qui... Merci.